Dans tous les cas, bienvenue à vous. J'espère que le son est correct cette fois-ci, c'est parfait. Bienvenue à vous pour cette table ronde qui est donc consacrée au wokisme. Un mot dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et qui déchaîne beaucoup de passions, et parfois même des passions tristes, comme on a pu le voir ces derniers jours avec le terrible assassinat d'un influenceur conservateur américain, Charlie Kirk, qui défendait ses idées, notamment se battait culturellement contre l'idéologie woke et qui en a payé le prix de sa vie. Face à cette idéologie, je pense qu'il est utile d'en définir les contours, de chercher à comprendre quels sont les vecteurs de cette idéologie, par quels moyens elle peut imprégner notre société et comment s'en défendre et comment résister. Et pour cela, nous avons des intervenants de qualité. Je vous prie d'accueillir tout d'abord Philippe Pulis sur scène. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Avec nous également Laurent Firode. Bienvenue Laurent. Et enfin avec nous, non pas enfin d'ailleurs, avec nous physiquement Dominique Bourse-Provence. Bienvenue Dominique. Avec nous également en visio cette fois, Thomas Séraphine qui est en visio. Je ne sais pas si on le voit ou non. On ne le voit pas, mais il est là, il est présent. Il est présent avec nous en visio. On peut l'applaudir aussi, il entend vos applaudissements. Donc Philippe Pulis, vous êtes essayiste, vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous avez un diplôme de l'ESSEC en management, il me semble. Vous êtes chroniqueur dans plusieurs médias, notamment Le Diplomate, Tocsin, Front Populaire, et vous vous êtes spécialisé dans l'étude du phénomène woke. Et c'est l'occasion, justement, on parle du phénomène woke. Souvent, on en parle pour soit s'en enorgueillir, je suis woke, ou soit on en parle pour le critiquer, mais avant toute chose, je pense qu'il est utile de définir le terme, tout simplement, pour partir d'un bon point de départ. Qu'est-ce que le wokisme, Philippe Pulis? Bonjour à tous. Alors, je commencerai en fait par vous poser une question. Merci de jouer le jeu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, là, je parle assez près du micro. Il faut que je rapproche le micro. Alors, une question. Qui parmi vous a vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Seulement. Je suis un peu surpris. D'accord. Bah, voilà, je pense que c'est une belle entrée en matière de parler de la cérémonie d'ouverture des JO quand on parle de wokisme. Alors, il y a différentes façons d'expliquer le wokisme. Moi, je pense que pour comprendre le wokisme, il faut connaître ses caractéristiques. Alors, j'en ai choisi quelques-unes. Voilà, je commencerai par la première. La première caractéristique du wokisme, c'est sa grille de lecture. Très simple à comprendre, vous allez voir. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a les dominants et de l'autre, les dominés. À l'époque du marxisme, en fait, il y avait une opposition entre les bourgeois et les prolétaires. Aujourd'hui, avec le wokisme, qui est un nouveau mouvement révolutionnaire, il y a une opposition entre les oppresseurs et les victimes. Tout dépend de votre groupe identitaire. Alors, si vous êtes une personne blanche, hétérosexuelle et cisgenre, alors une personne cisgenre, c'est quoi? C'est une personne dont le genre ressenti, c'est-à-dire masculin ou féminin, correspond à son sexe biologique. Eh bien, vous êtes considéré comme un dominant. Mais quoi que vous fassiez, vous resterez un dominant.
Les dominés regroupent plusieurs catégories. Alors vous avez les minorités ethniques, exemple les Afro-Américains aux États-Unis, les immigrés issus des anciennes colonies en Europe de l'Ouest. Les minorités sexuelles, le plus souvent rassemblées sous la bannière LGBTQIA+, et les femmes, à condition que ces femmes ne soient pas hétérosexuelles et cisgenres, bien évidemment. La seconde caractéristique du wokisme, c'est le racisme, l'homophobie et le sexisme sont des phénomènes systémiques. Qu'est-ce que ça veut dire systémique? Très simple à comprendre. Premièrement, que des constructions sociales et culturelles produisent des discriminations. Exemple, les normes, l'hétérosexualité, le modèle traditionnel de la famille et du couple. Des stéréotypes, l'homme fort et protecteur, la femme maternelle. Et des récits, une histoire nationale qui met en avant des figures héroïques, blanches et masculines. Deuxièmement, que ces constructions sociales et culturelles se perpétuent à travers différents canaux, les structures sociales comme le patriarcat, les institutions comme la police, la justice, l'école, et plus largement la culture. L'histoire, les traditions, l'écriture, le langage, l'art, les sciences, dont la biologie. En fait, pour les woke, tout repose sur un modèle de société construit par les dominants pour préserver leurs intérêts. Troisième caractéristique, le genre. Le genre est une construction sociale et culturelle, notamment à travers différents stéréotypes. L'homme devant subvenir aux besoins de sa famille, la femme chargée de la gestion du foyer et des enfants, les métiers assignés à l'un ou à l'autre. On ne naît pas femme ou homme, on le devient. C'est le postulat de la théorie du genre qui remet en cause le lien naturel entre le sexe biologique et le genre, considère qu'il existe une multitude de genres, féminin, masculin, non-binaire, agenre, etc., et invite les individus à choisir un genre en fonction de leur ressenti et de le changer au fil du temps en fonction de leurs envies. Elle remet en cause également l'hétérosexualité en tant que norme, la considérant là encore comme une construction sociale et culturelle. Quatrième caractéristique, j'ai bientôt fini. La hiérarchisation des individus à partir de critères tels que l'origine ethnique, l'origine sociale, le genre, le lieu d'habitation, le handicap, mais aussi l'orientation sexuelle. Plus on considère que vous êtes dominé, et plus on estime que vous devez bénéficier d'un traitement prioritaire. C'est ce qui conduit à la discrimination positive. Pour les woke, la discrimination positive, c'est le moyen de construire un ordre social équitable. Et elle s'inscrit dans une démarche de réparation et de repentance, car les dominants sont accusés de détenir des privilèges injustement acquis, et pour cela, ils sont jugés redevables envers les dominés. Enfin, je termine là-dessus, la déconstruction. La déconstruction de quoi? Des sources de discrimination, ces fameuses constructions sociales et culturelles, puisqu'elles maintiennent un ordre social qui ne profite qu'aux dominants. C'est clairement une entreprise de destruction portée par les politiques d'inclusivité, d'égalité et de diversité, omniprésentes dans les universités, les grandes entreprises, les associations, les ONG, les fondations, etc. Exemple, le modèle traditionnel de la famille et du couple, avec les familles homoparentales et le trouble, le fameux ménage à trois. Le lien naturel entre le sexe biologique et le genre, avec le phénomène transgenre. La langue française avec l'écriture inclusive. D'accord? Et cette déconstruction, elle est particulièrement visible dans les productions audiovisuelles. Séries, publicités, films. Et elle s'est affichée au grand jour lors de la cérémonie
d'ouverture des JO. Merci beaucoup, Philippe. Alors justement, on parle de cinéma. J'en profite pour dire qu'on a bien la connexion avec Thomas Sérafine, que l'on va peut-être voir à l'écran. Est-ce que Thomas, vous nous entendez? Parfaitement. Eh Je ben vous entends voilà. parfaitement bien, ce qui est assez Ah, il y a un incroyable. beau soleil, Vu on mon peut niveau. l'applaudir. Salut les Arageois, les patriotes, salut à tous. Et les Arageoises, mince, il faut que je sois inclusif. Oh là là, terrible. Eh ben, Français, française, ouais. parfait. Bah écoute, justement, on va parler du cinéma puisque Philippe Pulis, qui est avec nous, parle de cette immixtion du wokisme et de cette déconstruction. On va en parler également avec Laurent. Depuis quand est-ce que tu sens ce phénomène woke arriver au cinéma et dans ton secteur? Oui, alors moi je parle du secteur audiovisuel de façon plus large parce que je suis pas un spécialiste du cinéma. J'y vais de temps en temps lorsqu'on m'accueille et donc je collabore à quelques films et puis mais c'est plus la fiction en général, fiction télé, cinéma, doublage. En fait, c'est un glissement qui se fait quand même depuis un certain temps. Hein. Mais c'est surtout lié, évidemment, on va pas se mentir, vous l'avez dit, aux États-Unis et qui sont prégnants dans le domaine audiovisuel. Il y a de plus en plus de productions, d'adaptations, de traductions de séries américaines. Donc forcément, bah, le glissement des contrats qui s'est opéré là-bas, bah, il arrive chez nous. Donc moi je pense que ça fait une petite dizaine d'années qu'on le voit arriver tout doucement et ça s'est accéléré il y a 4-5 ans, on va dire. Mais avec des exemples d'une bêtise crasse. Je vais vous prendre des exemples de doublage de séries américaines, donc de séries Netflix ou de séries, voilà, enfin, des grosses séries qui sont adaptées en France, où les contrats de doublage sont obligés de respecter les contrats initiaux, où forcément, si c'est un noir ne doit être doublé forcément par un noir, si c'est voilà, enfin, mais on arrive à des bêtises ou des absurdités parce que la voix ne correspond pas forcément à celle d'une couleur de peau, donc c'est absurde et c'est tellement absurde qu'on en est à donner et donc à favoriser et privilégier des doubleurs parce qu'ils ont la peau noire, à faire un nombre de rôles incroyable, alors que le type lui-même reconnaît, un de mes amis reconnaît qu'il n'a pas du tout la qualité de la voix pour le faire, ou vous savez, le grain de voix pour doubler tel acteur, mais parce qu'il est noir et qu'on manque de doubleurs noirs, et ben c'est pas grave, on le prend quand même. Donc voilà, les Américains obligent à avoir dans la transcription de leur contrat à l'étranger, d'avoir des doubleurs de couleur de l'acteur qui doivent doubler. Ça, c'est une idiotie. La voix, un peu, à un moment donné, tous les noirs ne parlent pas forcément comme ça. Voilà, donc c'est complètement stupide. Mais et je veux aller encore plus loin. C'est arrivé et je prends l'exemple d'un dessin animé, dans un dessin animé américain, transcrit en français, où on faisait des voix françaises. Le lampadaire était noir et ils avaient demandé que ce soit quelqu'un de couleur noire qui fasse le doublage du lampadaire parce que sinon voilà. Donc voilà, on est arrivé donc il y a un moment donné, c'est le wokisme, c'est bien quand on va remettre un peu voilà, de justice sociale parce qu'on va faire travailler, pourquoi pas, mais quand on arrive dans une impasse et une stupidité qui consiste à faire doubler un lampadaire noir par un doubleur noir français parce que c'est la couleur qui doit s'exprimer avant tout, là, enfin bon, là, c'est à se taper la tête contre les murs, quoi. Merci beaucoup, Thomas. J'en profite justement, Laurent, pour rebondir un petit peu là-dessus. Bon, j'en profite. Donc, Laurent, vous êtes réalisateur. On vous connaît notamment depuis plusieurs années, évidemment, mais vous êtes illustré dans vos critiques au travers de vos fictions des décisions gouvernementales en 2021. Et là, au travers des films Le Monde d'après, vous avez une chaîne YouTube, Les Films à l'arrache, dans laquelle vous faites des sketchs, vous réalisez des sketchs qui parlent justement de cette dérive wokiste. Comment vous percevez ce phénomène au sein de l'industrie culturelle cinématographique française? Alors en effet, le wokisme, je dirais, a contaminé tout l'audiovisuel en France, comme partout en Europe d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas se leurrer, ça vient des USA et on peut copier ce que font les Américains. Donc c'est épouvantable. Et en effet, je rebondis à ce que disait Thomas. Par exemple, moi je connais une comédienne, on lui avait donné le rôle dans une série d'une nana qui était lesbienne.
Et quand on a appris que la comédienne était elle-même hétéro, la chaîne a reçu des plaintes en disant non, il faut donner les rôles de lesbiennes à de vraies lesbiennes. On est dans un délire total, quoi. Comme si on devait donner les rôles de vrais meurtriers de meurtriers à de vrais meurtriers. Ça devient totalement ridicule, quoi. Donc cette chose-là contamine tout, parce que en fait, je pense que on est dans un monde où tout le monde a la frousse, une frousse terrible, et que la lâcheté est devenue aujourd'hui quelque chose de noble. On a peur, c'est bien. D'ailleurs, on le remarque, les films, aujourd'hui, il y a assez peu de héros qui font preuve de courage. On ne met jamais en avant le courage des personnages. On met au contraire en avant leur propre lâcheté. Donc voilà, il faut être victime, tout à fait. Il faut être, aujourd'hui, pour exister, il faut être une victime. Donc je pense que la fiction déteint beaucoup sur le réel. En fait, il y a comme ça, c'est-à-dire que le réel imite, la fiction veut imiter le réel, mais je crois que le réel aussi imite cette fiction. Et c'est vrai qu'à promouvoir toujours les victimes et en fait une forme de lâcheté, je pense que tout le monde est dans cet état d'esprit. De toute façon, on l'a vu avec la crise du Covid. Enfin, voilà, donc cette folie totale où on a vu quand même le monde entier, trembler, se chier dessus, en fait. Enfin, bon, excusez-moi l'expression, mais enfin, en tout cas, pour une chose totalement vaine et grotesque. Et là, c'est là où on a vu que la peur avait pris le dessus, quoi. Et je pense que pour résister au wokisme, ben, il faut remettre en avant des valeurs qui nous ont soutenus depuis toujours, quoi. C'est-à-dire que le courage d'affirmer ses opinions, le courage de dire ce que l'on pense et le courage de dire ce qu'est le réel. Merci beaucoup, Laurent. Dominique Bourse-Provence, qui est donc avec nous, référent Île-de-France, responsable de Paris également, et membre du comité exécutif des Patriotes, par ailleurs ancien responsable syndical à la CFDT, si je ne m'abuse, qui donc connaît un petit peu le phénomène wokiste au sein des entreprises, notamment. Dominique, comment est-ce que tu analyses cette imprégnation? On l'a vu là dans le secteur culturel, mais on observe que c'est une machine qui est à l'œuvre également dans le domaine des entreprises. Oui, dans le domaine de l'économie et de la microéconomie notamment. Alors je dirais, comme pour singer un petit peu Lénine, qui disait que le gauchisme c'était la maladie infantile du communisme, mais je vous dirais que le wokisme c'est la maladie infantile du gauchisme. Ce qui nous donne à voir sur le plan dogmatique. Alors, un truc assez marrant, parce qu'on est passé sur LGBT, mais en fait, on est arrivé maintenant à 11 niveaux. LGBT, QQ, ISSAA. Lesbien, gay, bisexuel, trans, queer, questioning, intersexe, bispirituel, androgyne, asexuel, plus option. On ne sait jamais, il faut laisser ouvert. On va découvrir des trucs, c'est sûr. Alors, il s'en cache peut-être encore, bien sûr, les prix de reconnaissance et de légitimité. Et comme par exemple les zoophiles. Oui, pourquoi pas? Il y a eu une manifestation l'année dernière de zoophiles. Ils venaient avec leurs chiens. Vous voyez? C'est intéressant. Alors, sur le plan de l'économie, il y a deux. D'abord, la France, elle a été un peu moins touchée dans un premier temps que les États-Unis. D'une part, parce que le consommateur américain, il est beaucoup plus sollicité et c'est une force aux États-Unis, le consommateur, regroupé dans beaucoup d'associations, etc. Et puis, ça a joué sur la dimension réputationnelle des entreprises à travers les activistes woke. Justement, ces woke, maladie infantile du gauchisme. Et les activistes ont beaucoup travaillé sur les entreprises pour les remettre en cause. Donc il y avait cette dimension réputationnelle. Et puis il y a la dimension financière. L'entreprise, c'est un agent à besoin de financement. Une entreprise prospère, c'est un agent à besoin de financement sur le plan économique.
Et les financements, ils sont donnés par les fonds de pension notamment, BlackRock et compagnie. Et ces fonds de pension qui sont très, très, très dominants sur le plan international et notamment, bien sûr, américain, eh bien, ils ont joué la carte. Ils ont joué la carte du wokisme. C'est-à-dire qu'ils ont créé des directions dans les entreprises qui avaient besoin de financement. Ils ont créé des directions avec des départements. Alors, EGI, il y a plein d'acronymes. En France, celui qu'il faut retenir, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. D'accord ? Le RSE. En France, c'est créé depuis quelques années des départements. Alors, dans les grandes entreprises, dans les multinationales françaises, dans les GE, dans les grandes entreprises françaises, c'est créé un département qui s'occupe de ça. Alors, la fonction crée l'organe. Vous créez un département, vous avez effectivement une fonction. Donc, à l'intérieur, les gens, ils vont travailler pour leur propre intérêt. Donc, la dimension inclusive, ils vont aller chercher très, très loin pour exister, pour vivre, pour grossir en tant que département. Vous voyez ? C'est ainsi qu'on fait de la formation, par exemple, à l'inclusivité dans les grosses entreprises. Et bien entendu, ça prospère de ce point de vue-là. Alors en France, il y a une spécialisation un petit peu. On est un peu moins sur l'interracialité, l'intersectionnalité des luttes, et on est un peu plus sur la dimension carbone. D'accord ? Mais sur la dimension identitaire, on en est au même niveau, bien évidemment. D'accord ? Alors, il se passe un phénomène intéressant. Alors, c'est arrivé aussi grâce, en Angleterre, à Tony Blair et aussi à une recommandation de l'Union européenne. On les retrouve toujours dans les bons coups, l'Union européenne. Une recommandation, notamment de la CEDH, la Cour des droits de l'homme européenne, qui a souhaité que l'on inscrive normalement, administrativement, pour les gens qui voulaient faire une transition de genre, eh bien qu'on écrive leur nouveau sexe. Alors ça a fait scandale dans les années 2012, 13, 14 aux États-Unis avec Tony Blair parce qu'il voulait que ça passe par 160 livres sterling à payer. Donc les associations activistes woke sont montées au créneau et on dit c'est un scandale, etc. Ça a duré 3 ans, 4 ans en Angleterre. Où on a complètement focalisé le débat là-dessus et on est arrivé à la fin à payer, je crois, 6 ou 7 livres, mais 3 ans après, de campagne délirante de ce point de vue-là. Vous voyez ? Alors en France, on est un peu protégé de cette vague, bien qu'elle soit très présente, mais elle est moins forte, à mon sens, parce que, pour différentes raisons. D'abord, la dimension républicaine, la dimension chrétienne, qui n'est pas la dimension protestante. La dimension protestante, elle permet d'ouvrir très largement portes et fenêtres à ce type d'idéologie. C'est beaucoup moins vrai pour le catholicisme. Et c'est aussi moins vrai sur la dimension républicaine. Alors, on a une problématique qui, par contre, va un peu dans le sens du wokisme, c'est la dimension égalitariste. Dans le wokisme, la dimension égalitariste est hyper importante. C'est-à-dire, il y a ce qui est égal et il y a ce qui est inégal. Et il faut traquer les inégalités. C'est un métier à temps plein. Vous voyez l'idée ? Il faut aller dans tous les recoins, dans tous les tiroirs. Il faut tout ouvrir. Mais le problème, c'est qu'il y a une inégalité qui est juste parce qu'elle se base, par exemple, sur le mérite. Alors, l'année dernière, les universités Stanford et puis une autre, Harvard, je pense, ils ont sorti une espèce de bulle papale. Et ils ont été jusqu'à considérer que quand vous recrutiez quelqu'un dans l'entreprise sur la base uniquement de son mérite et de ses compétences, vous faites subir une souffrance aux minorités. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Alors, juste quelques mots encore pour préciser un petit peu le grand mouvement. Le point culminant, ça a été Lives Black Matters, c'est-à-dire 2020, d'accord, avec Floyd et sa mort. Là, ça a été le point culminant. Tous les activistes se sont rués sur cette brèche. Et ça a amené beaucoup d'entreprises américaines
On peut en citer Walt Disney, Budweiser, Adidas, aussi en Europe, d'autres entreprises, très très nombreuses, en Angleterre notamment, à peu près 1000 institutions, plus des grandes entreprises, à vraiment rentrer dans cette logique-là, avec la dimension, bien sûr, réputationnelle, c'est-à-dire le risque qu'on les considère comme n'étant pas conformes à la règle, à la nouvelle règle idéologique. Et donc, ils ont été très loin dans ce domaine, et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de pubs dans le marketing, on a vu énormément de publicités qui ont développé. Vous avez du mal aujourd'hui à voir une publicité sans qu'il y ait un homosexuel, un trans, un black qui se balade. C'est difficile, d'accord? Elle serait réputée, imaginez avec seulement des blancs une publicité aujourd'hui, ça paraîtrait quasiment... Le soupçon serait déjà présent. Vous voyez, ils ont été très très loin. Et puis, il y a un retour de manivelle aux États-Unis. Le retour de manivelle aux États-Unis, c'est 2023. On en parlera tout à l'heure, Dominique. Merci beaucoup. Dominique. Alors justement, Philippe, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Dominique, notamment, pardon, oui, cette imprégnation du wokisme qui, certes au travers des entreprises, maintenant au sein de l'école, il a un petit peu abordé des universités françaises, voire même des grandes écoles. Ça fait quelques années qu'on entend parler de cursus spécialisés au sein de Sciences Po ou d'autres écoles de commerce, des gender studies, des histoires coloniales, etc. Premièrement, est-ce que ces études sont utiles pour former l'élite de demain, premièrement, et est-ce qu'on peut dire que cette forme d'appel à faire en sorte que cette égalité soit telle que notre forme républicaine est un petit peu mise à mal. Justement, ce modèle universaliste est un petit peu mis à mal. Est-ce que la greffe est en train de prendre sur le peuple français dans sa globalité? Alors, je vais vous adresser une réponse qui risque, je l'espère, de plaire aux patriotes. Je répondrai d'une manière un petit peu plus large, si tu le permets. En fait, moi, je pars du principe, si vous voulez, que le wokisme sert un projet politique. C'est la raison pour laquelle il n'est pas contré. Alors, tout part d'un constat. Vous me direz, réagissez, hein, si vous êtes d'accord avec moi, en levant la main, etc. Ça m'intéresse et bien évidemment, ça me stimule en même temps. Excusez-moi, je vais essayer de parler un peu plus fort et surtout de reprocher le micro. Alors, en fait, tout part d'un constat. Premièrement, le wokisme, en moins d'une décennie, s'est imposé en Occident et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été contré. Sauf aux États-Unis depuis peu, et c'est avec Trump. D'accord ? Deuxièmement, dans les faits, la classe dirigeante, dans son immense majorité, fait la promotion du wokisme sous couvert des politiques d'inclusivité, d'égalité et de diversité. On a les chefs d'État du gouvernement, les responsables des instances supranationales, Commission européenne, OMS, ONU, CEDH, des milliardaires, George et Alexander Soros, via leur fondation Open Society, Bill Gates, via sa fondation Bill et Melinda Gates, des conseillers influents tels que Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial et grand ami des patriotes. Alors, ces personnes présentées comme nos élites ignorent-elles les dangers du wokisme? Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Je n'y crois pas un instant. Si le wokisme n'est pas contré, c'est qu'il sert un projet politique qui ne dit pas son nom. Il s'appelle comment? Le mondialisme. Et ce n'est pas un hasard si Donald Trump a fait du wokisme l'un de ses combats. Alors, le mondialisme, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans une grande théorie qui va nous prendre un quart d'heure. Premièrement, le mondialisme, c'est quoi? C'est, je dirais, c'est un projet, créer un marché planétaire au service d'intérêts financiers. Deuxièmement, une idéologie centrée sur le consumérisme, cette croyance que le bonheur
c'est consommer et accumuler. Troisièmement, un ordre vertical, une oligarchie qui concentre les richesses et le pouvoir, et des peuples, disons-le, totalement méprisés. Pour les mondialistes, en fait, les personnes ne sont pas des individus, on me fait des signes, c'est un problème de son, ne sont pas des individus avec des racines et une culture, mais des êtres standardisés, interchangeables, serviles et réduits à leur seule utilité économique. Seulement voilà, les mondialistes se heurtent à un obstacle de taille. Les peuples sont attachés à leur identité culturelle, ils sont attachés aussi à leur État-nation qui défend normalement ses intérêts, ses frontières, sa souveraineté. Ils sont attachés aussi à leur pays. Ils n'ont aucune envie d'être contraints d'aller travailler gagner misérablement leur vie dans un pays qui leur est totalement étranger. Les réflexes identitaires des peuples sont des freins pour les mondialistes. Alors, il leur faut créer un homme nouveau. Le mondialisme avance masqué. Exemple, Ursula von der Leyen et Macron parlent-ils ouvertement de la création d'un État fédéral européen? Ouvertement, bien sûr que non. Et pourtant, tout converge. L'Europe, comprenez l'UE, est le meilleur élève du mondialisme. Elle travaille avec zèle à construire un État fédéral expansionniste. 27 États membres, 9 pays candidats, dont l'Ukraine. L'Europe est le laboratoire du mondialisme. Ce n'est pas Philippe Pulis qui vous le dit. C'est Jacques Attali, l'un des architectes du mondialisme. Dans son livre « Qui gouvernera le monde ?» Je vous invite à le lire, tout est dit. Il y défend, tenez-vous bien, je cite, je m'en rappelle tellement, je m'en rappelle par cœur. Alors vous pouvez sortir les violons, vous allez voir. Un monde sans frontières, une démocratie universelle au service de l'humanité, une formidable diversité, les amis, un joyeux métissage et un homme nouveau, libéré de tous ses particularismes, détaché des frontières, des appartenances et des repères traditionnels. Tout est dit. Pour créer cet homme nouveau, c'est là que le wokisme devient leur meilleur allié. Pourquoi? Premièrement, avec la déconstruction. Le wokisme s'attaque au particularisme, aux repères traditionnels, aux appartenances évoquées par Attali. Avec la déconstruction, les identités culturelles fondent comme neige au soleil. Et ce n'est pas un hasard si en 2017, Emmanuel Macron déclarait qu'il n'y a pas de culture française. Et ce n'est pas un hasard si en 2024, le Parlement européen a adopté une résolution sur la conscience historique européenne, dont le but est de déconstruire les histoires nationales au profit d'une histoire européenne. D'accord? Et comme il faut briser les identités, les réflexes identitaires, il ne faut pas que les populations immigrées s'assimilent à la culture d'accueil. Surtout pas. Désormais, l'assimilation est présentée comme raciste. Et d'ailleurs, franchement, pourquoi ces populations immigrées voudraient-elles s'assimiler à une culture qu'on leur présente sans cesse comme détestable? Deuxièmement, le wokisme contribue à mieux faire accepter l'immigration massive qui est l'un des piliers du mondialisme. La diversité, le métissage sont présentés par les mondialistes comme un idéal à atteindre. Et c'est en jouant sur les sentiments et la morale que le wokisme rend cette immigration plus acceptable, parce qu'on culpabilise les peuples. Ce sont des oppresseurs, leur pays est gangréné par un racisme systémique. Et d'ailleurs, le racisme est dans leur ADN. Et ce n'est pas un hasard si en 2023, la commissaire européenne à l'égalité, Madame Helena Dalli, a dénoncé officiellement le racisme systémique des États membres
et leur a demandé de promouvoir la diversité. Enfin, je termine sur le dernier point. Le wokisme, et ça j'insiste beaucoup là-dessus sur mes chroniques, vraiment, pour moi, c'est la pierre angulaire de toute ma théorie, on va dire. Le wokisme, c'est la haine de tous contre tous. C'est ça qui doit nous mobiliser. C'est la haine de tous contre tous. Il crée du ressentiment, il divise et oppose les individus. Ça va forcément faire monter les violences et nous mener au chaos. Dans ce chaos apparaîtront, écoutez bien, et vous me direz si vous êtes d'accord, apparaîtront des mesures autoritaires, liberticides, antidémocratiques, parce que le mondialisme n'est pas compatible avec la démocratie. Et pour terminer, en réalité, ce chaos est une formidable opportunité pour les mondialistes. C'est une formidable opportunité parce que ça leur permet d'accélérer leur agenda. Écoutez bien ce que dit Jacques Attali, toujours dans son livre que je vous recommande, Qui gouvernera le monde? La gouvernance mondiale ne naîtra pas dans l'harmonie. Elle naîtra sur les ruines d'un gigantesque chaos, qu'il soit économique, militaire, écologique ou autre. Tout est dit. Quand on met en perspective le projet mondialiste, alors tout fait sens, les amis. Le wokisme, l'immigration massive, l'escrologie, la posture des mondialistes dans le conflit Russie-Ukraine, mais aussi la complaisance avec l'extrême gauche qui est immigrationniste et déterminée elle aussi à renverser l'ordre établi. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Philippe. Alors, face à tout ce qu'on vient de dire, on observe quand même depuis quelques mois, quelques années, une forme de retournement de situation, ou une amorce en tout cas, aux États-Unis, avec l'arrivée, ou en tout cas concomitamment à l'arrivée de Donald Trump. On peut remarquer, je crois que si Thomas est là, il peut peut-être nous en parler. Je ne sais pas si Thomas, tu as vu un dernier Disney qui était beaucoup moins woke que ce qu'ils avaient pu être auparavant, par exemple. Ah bah, bien sûr, mais c'est ça. Vous allez en parler, j'imagine. Et puis le retour du réel, c'est surtout le retour de l'économie et des chiffres. C'est-à-dire qu'on peut promouvoir ce qu'on veut sur le papier, sur les principes, sur les grands fantasmes, mais si ça ne suit pas dans les caisses des entreprises, vos beaux principes, et ça c'est au moins ce que nous apportent les Américains, vos beaux principes, il faut les retourner. Donc à un moment donné, on peut faire la promotion de ce qu'on veut en idéologie, mais si les clients et les consommateurs finaux ne suivent pas ou se raidissent, il va falloir, faut infléchir, malgré ce qu'en pensent les mondialistes ou malgré les agendas. C'est-à-dire que les grosses sociétés comme Disney, qui engendrent les milliards et qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer, forcément, voilà, même si l'idéologie est prégnante parce qu'il y a des forcenés à la tête des différents services et puis qui veulent imposer une idéologie. Voilà, c'est la réalité. Donc on l'a vu avec Budweiser, on l'a vu récemment avec la campagne sur les jeans, on l'a vu sur pas mal de choses. C'est-à-dire que la réalité revient fracasser un peu l'idéologie, et ça c'est une bonne chose. Je pense que j'imagine que c'est ce que vous allez embrayer, sur quoi vous allez embrayer sur cette table ronde, mais la force du réel, on a beau le contraindre, le comprimer, nous enfermer dans des petites cases, il faut repousser les murs de la bêtise, quoi. Donc moi je crois vraiment à la force du réel, ça j'en suis persuadé. Et l'économie américaine en est un bon exemple, quoi. Évidemment c'est concomitant avec Trump, mais je suis même pas sûr. Trump n'aurait pas été là. Je pense que les entreprises qui voient leur bilan chuter, voilà, auraient la même. Alors c'est facile de tout mettre sur le dos de Trump, mais je crois que le réel dépasse Trump, hein. Merci beaucoup, Thomas. Alors, justement, Laurent, est-ce qu'on a le même type de prise de conscience en France ou
alors même qu'on voit des films qui sont très très woke, qui sont sur ce créneau-là, et qui par des biais que peut-être tu pourrais nous expliquer du CNC ou de quelques chartes signées ici ou là sont promus et qui pourtant font zéro entrée. Oui, mais ça tient aussi au système français, cette fameuse, voilà, enfin, c'est-à-dire que aussi tout le cinéma et l'audiovisuel, pour la télé c'est pareil, c'est la même chose, c'est-à-dire que on ne cherche pas à faire du succès, on cherche à avoir des financements des institutions. Donc, que ce soit le CNC ou toutes les obligations d'investissement qui sont en fait qui financent, je dirais, à peu près la moitié des téléfilms et du cinéma. Donc, bien sûr, le wokisme est omniprésent en France parce qu'il y a cette obligation de plaire aux institutions pour obtenir les subventions. Contrairement aux USA, où ça reste un marché ouvert, où si on fait un film, il faut que ça rapporte de l'argent. Donc là, on l'a vu, Thomas, il a fait un peu référence à la grosse polémique avec l'actrice Sydney Sweeney, qui avait fait une publicité pour les jeans. Il disait « j'ai de bons jeans, j'ai de bons gènes ». Donc là, ça a été un tollé total. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est devenue au box-office des comédiennes une des mieux payées. Enfin voilà, sa carrière a fait un bond. Comme quoi, les choses peuvent se retourner. Je pense qu'en France, les choses auront plus de mal à se retourner parce qu'on est dans un système très étatiste où c'est l'État et avec toutes ces obligations qui fait que on peut le monde de la culture, même ça va au-delà du monde audiovisuel, hein, que ce soit le théâtre, absolument tout le monde de la culture est sous la coupe de l'État. Donc c'est sûr que ça va mettre plus de temps. Mais j'ai bon espoir. J'ai d'autant plus bon espoir parce que je voulais ajouter une chose importante. On parle wokisme, on pense que c'est quelque chose qui est mondial, mais arrêtons de nous regarder le nombril. Hein. Pas de wokisme en Inde, pas de wokisme en Chine, pas de wokisme en Afrique, pas de wokisme au Japon, quasiment pas de wokisme non plus en Amérique du Sud. Donc le wokisme est une attaque contre le monde occidental et seulement. Le monde sinon vit. Et les peuples vivent aussi avec leur propre fierté. Et il faut s'en inspirer. Merci beaucoup, Laurent. Dominique, effectivement, moi, ça me fait penser à une phrase du général de Gaulle sur le thème d'arrêtons de nous regarder le nombril. C'est le monde est vaste et la France a un grand jeu à jouer. Oui, mais De Gaulle, c'est aussi celui qui disait si on ne met pas un peu d'État en France dans les affaires et dans les choses, ça merdoit. Donc, c'est important. Et la France a une tradition où, effectivement, l'État est présent. Alors, bien sûr, si l'État ne travaille pas pour le bien commun, il est certain que ça pose problème. Et c'est le cas, bien évidemment. Alors, par rapport à ce qui s'est dit précédemment, c'est à m'amuser. J'ai un copain qui me racontait qu'il travaille dans une multinationale et il y avait un document sur l'inclusivité nécessaire des entreprises et ils envoyaient ça à toutes les filiales, quoi. Et ils en ont envoyé une notamment, bien sûr, au Sénégal. Il y avait une filiale au Sénégal. Et alors là, c'est revenu direct, sans rien, à 90% total, quoi. Vous voyez, il y a effectivement des pays qui sont, entre guillemets, naturellement protégés. Mais c'est aussi des pays qui comptent moins, bien évidemment, par rapport à la mondialisation dont vous parliez précédemment. C'est important. Alors, la différence, je trouve, si on prend un cercle, c'est la société, d'accord ? Au centre de ce cercle, ce sont les gens qui fonctionnent d'une manière anthropologique, comme on a toujours fonctionné globalement. À la marge, il y a des différences, homosexuels, lesbiennes, etc. Bien sûr, la société doit développer un encouragement à la protection de ces minorités. Mais le wokisme, ce n'est pas ça du tout. On ne peut pas du tout attendre ça du wokisme. Pourquoi ? Parce que le wokisme, c'est de modifier la donne, c'est-à-dire de faire en sorte que ces minorités soient au centre du cercle et que la majorité soit repoussée aux limites du cercle. Alors, dans la vie politique, en tant que citoyen, ça fonctionne très très bien.
Mais sur le plan économique, ça fonctionne beaucoup moins bien parce qu'on a la même logique. Mais en 2023, ce qui s'est passé, c'est que avec Budweiser, dont vous parliez tout à l'heure, notamment Walt Disney aussi un peu moins, parce que la directrice de Walt Disney est une dingue idéologique, d'accord? Donc elle résiste, elle essaie de résister jusqu'à tel point que, vous savez, les nains, ouais, il faut plus parler de nains, quoi, d'accord? Il faut parler des gens de petite taille. Mais les nains se sont insurgés sur le dernier Walt Disney parce qu'il n'y avait plus de rôle pour les nains. Donc un nain très célèbre est monté au créneau en disant mais attendez, on va où comme ça? Nous, on va se retrouver au chômage. C'est fini pour nous, quoi. Vous comprenez? Et donc cette contradiction, on la retrouve, mais aux États-Unis, c'est extrêmement amplifié par la puissance de la consommation. Budweiser, dont vous parliez, a fait une publicité. Et là, d'un seul coup, c'était justement l'inclusivité, c'est-à-dire un influenceur américain célèbre qui avait fait une transition de genre, présentait la bière Budweiser. Résultat, 25% de baisse du chiffre d'affaires. D'accord? Parce que les gens qui font partie du centre, dont je parlais dans mon cercle, eh ben, ils ne s'y retrouvaient pas, ils ne s'y retrouvaient plus. Alors, ce qu'ont fait Budweiser, et ça c'est un peu la bascule 2023, donc c'est antérieur au président américain, à son élection. D'accord? C'est antérieur à Trump, c'est 2023. Qu'a fait Budweiser? Ils sont excusés auprès de leurs consommateurs. Ils ont fait des dons aux associations LGBT+, machin, d'accord? Carrément, ouvertement. Ils en ont fait la publicité. Et ils ont pris un influenceur totalement de l'autre côté. Un influenceur qui était hétéro, blanc, machin, et qui rassurait sa population de consommateurs. Et donc on voit ça se développer, ce point de vue-là. D'accord? Mais les prémices de cette idée, c'est la réputation qui était entachée de l'entreprise si des fois elle n'était pas inclusive, et puis les fonds d'investissement qui se mettaient effectivement dans ces sociétés. Alors l'intérêt des sociétés, dans un premier temps, ça a été de réduire l'influence des niches, des petites entreprises qui sont sur le marché en concurrence avec les grosses. Parce que les petites n'avaient pas les moyens de faire du RSE. Enfin, l'équivalent français du RSE aux États-Unis, vous voyez, ils n'avaient pas les moyens. D'accord? Donc, ils y voyaient une bonne attitude de ce point de vue-là pour récupérer des parts de marché. Mais il y a un retournement, bien sûr, par rapport aux consommateurs. Et là, aux États-Unis, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus fort. Le danger au niveau de l'État, et je terminerai là-dessus, le danger au niveau de l'État, il est le suivant. C'est que quand l'État, c'est vrai qu'en France, on a une habitude étatique, quand l'État, il est fer de lance et qu'il s'occupe du bien commun, ça peut fonctionner. Mais si, bien sûr, il va à l'encontre, ça ne va pas. Et je vais vous donner un ou deux exemples. Alors, vous connaissez celui de Borne, qui, au moment de la rentrée des classes, au lieu de s'occuper de mettre un professeur devant chaque élève, elle a été racontée que au Panthéon, il faudrait peut-être changer l'aphorisme qui est sur le truc aux grands hommes, la patrie reconnaissante, en disant, c'est pas très... Elle voulait un toilettage woke. Vous voyez le délire? Alors, plus grave, bien évidemment, c'est également ce qui a été dit par Blanquer et par le ministre des Finances. Je vais vous retrouver ça, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, si j'ose dire. Dominique, je suis désolé, on est un petit peu pris par le temps. Oui. On fera un dernier tour de table, mais justement pour initier un petit peu cette conversation, effectivement, il y a ce wokisme. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un enjeu d'idéologie dans le wokisme, mais on voit qu'il y a aussi un enjeu fiduciaire et qu'on voit qui est totalement patent, notamment aux États-Unis et également en France. On le comprend bien. Mais sur cette idéologie, sur les grandes écoles, effectivement, tu parlais de la ministre de l'Éducation, on voit qu'il y a des déclinaisons. Au départ, ça semblait partir des grandes écoles. On a l'impression que ça descend. C'était dans les grandes écoles. Puis on a des déclinaisons dans les universités, maintenant dans les lycées, voire les écoles. Comment on exprime ça et quelles sont les conséquences de cette perte de repères, finalement, sur le peuple français, mais sur les chères petites têtes blondes, comme on disait à l'époque?
Vous l'avez compris, le wokisme cherche à renverser l'ordre établi pour établir le sien. Forcément, ça a des conséquences. Et toutes vont dans la même direction. Fragiliser les individus, les opposer les uns aux autres et réduire la liberté d'expression. Sérieusement, qui peut croire qu'il est facile pour les plus jeunes de se construire et de s'assumer quand les repères disparaissent peu à peu? Exemple, je reviens sur la théorie du genre. Donc, il n'y a pas de lien naturel entre le sexe biologique et le genre. Ok. N'est-ce pas déstabilisant pour un adolescent d'apprendre que ce n'est pas parce qu'il a un pénis qu'il est forcément un garçon? N'est-ce pas déstabilisant pour un enfant d'apprendre qu'il est peut-être un garçon, une fille, voire ni l'un ni l'autre? Ce processus de formatage des esprits, là je ne donne pas dans le politiquement correct, j'aurais dû dire d'apprentissage, ne fait que commencer. Pourquoi? Oui, la théorie du genre est bel et bien entrée à l'école. Cette année, avec le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, les enfants apprendront dès la classe de 5e, c'est-à-dire à partir de l'âge de 12 ans, de distinguer clairement le sexe biologique du genre qui sera présenté, vous avez entendu ce que j'ai dit, comme une construction sociale et culturelle. Voilà la réalité. N'est-ce pas déstabilisant de ne plus savoir faire la différence entre le bien et le mal, entre un fait scientifique et une croyance, entre le beau et le laid? N'est-ce pas déstabilisant pour une jeune fille d'apprendre qu'elle vit dans un pays sexiste, machiste et que les hommes sont de dangereux prédateurs et surtout s'ils font partie du groupe des dominants? Qui peut croire, j'insiste là-dessus, qu'il est facile pour les plus jeunes de se construire et de s'assumer sur un socle instable qui alimente le ressentiment et qui forcément engendre des violences? Mais pas uniquement entre les dominants et les dominés, mais aussi au sein des dominés. Exemple, une partie des racisés s'oppose à la communauté LGBT. Et au sein de la communauté LGBT, des personnes éclatent, des conflits éclatent entre des personnes transgenres et des femmes homosexuelles, femmes lesbiennes. Mais le pire est devant nous. Le pire est devant nous. Car avec l'inversion des valeurs, où le délinquant devient une victime, un jour viendra où la violence sera perçue par ceux qui la commettent comme légitime. Et excusée d'avance. Et le chaos viendra de là. Alors, le wokisme, effectivement, s'est infiltré partout. Écoles, universités, grandes entreprises, cinéma, mais aussi justice, conseil constitutionnel, service public de l'audiovisuel. On essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, a déclaré en 2023 Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Et ça continuera tant que des dirigeants biberonnés au mondialisme seront aux commandes. Ils nomment des fidèles à des postes clés qui eux-mêmes notent des fidèles. C'est l'entre-soi. Et puis, le wokisme s'attaque à la liberté d'expression, car avec la cancel culture, tout ce qui, aux yeux des woke, perpétue les discriminations ou offenses des minorités doit être effacé. On interdit des conférences, on censure des films, des livres, on s'attaque à des personnes. Certaines reçoivent des menaces de mort. Exemple, J. Caroline au Royaume-Uni, Marguerite Stern en France. On déboulonne des statues, on déboulonne des monuments. Alors oui, la résistance au wokisme doit être politique. On le voit avec Trump, ça fonctionne. Même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais peu importe, il a des résultats. Beaucoup suivent, les retournements de veste sont parfois spectaculaires, comme avec les entreprises telles que
Amazon, McDonald's, de Meta, Disney, Netflix, la liste est très longue. Mais la résistance au wokisme doit être aussi individuelle. Il faut oser parler, ne pas céder à la diabolisation ni au conformisme. Aujourd'hui, critiquer le wokisme, c'est passer pour un facho. Mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Tout est fait pour faire taire la parole dissidente en la présentant comme abominable. C'est le jeu de ceux qui détiennent le pouvoir. Il faut défendre ses principes, ses valeurs et dire les choses. Et quand on dit les choses, eh bien, on s'aperçoit qu'on est loin d'être seul. Alors la parole se libère, elle circule, comme en ce moment, tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe. On est en train de prendre un petit peu de retard. En conclusion, qui veut conclure? Enfin, tout le monde va conclure, mais Dominique, une conclusion, un message d'espoir? D'abord, avant un message d'espoir, il faut dire aussi que nous sommes rentrés dans une société qui est très anxiogène pour les jeunes. D'accord? Tous ces éléments-là développent de l'anxiété. En première année d'université, quand vous faites des sciences, par exemple, vous faites un travail sur votre empreinte carbone. C'est-à-dire que, vous voyez, tous les étudiants, ils ont des grilles et puis ils calculent leur empreinte carbone. Ce qui fait qu'après, ils culpabilisent. Ils ont trop pris l'avion, etc. Donc on ne va plus le prendre. Enfin, tous ces éléments d'anxiété, c'est terrible. Et juste, je voulais vous dire, et ça, c'est pas effectivement un message d'espoir, mais c'est vous montrer la dimension très importante sur le plan idéologique. Au niveau économique, c'est vrai que les relations du réel avec le réel vont faire en sorte que les entreprises reviennent à des considérations plus globalement satisfaisantes pour nous. Mais sur le plan idéologique, le combat il doit être mené parce que, regardez par exemple, très récemment, la direction des finances en 2022, elle recommande à ses agents de ne plus utiliser madame ou monsieur dans ses courriers par égard aux contribuables, je cite, transgenres ou non-binaires. Donc plus de civilité de base, on va juste dire bonjour. Vous voyez, on arrive à des délires de ce genre. Et Blanquer, fameux ministre, paraît-il, technique compétent, en 2021, en 30 septembre 2021, il sort une circulaire pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Invite le corps enseignant à porter une attention particulière aux élèves transgenres ou qui s'interrogent sur leurs identités de genre. Les enseignants ont le devoir d'accompagner les jeunes dans leur transition de genre, d'utiliser les prénoms d'usage, de prendre le prénom choisi par l'élève. On en est là, d'accord? Donc, d'où l'importance, et j'abonde dans ce sens, bien sûr, d'être très vigilant à la dimension idéologique et au combat idéologique. Et ceci dit, je pense que pour donner une note d'espoir par rapport à ça, à l'intérieur des mouvements politiques, parce que les mouvements politiques gardent toute leur importance. Il ne faut pas mettre tous les mouvements dans le même sac. Il faut expliquer aux gens qu'il y a des mouvements où ils peuvent choisir, ils peuvent aller voir, se rendre compte qu'il y a des gens qui sont convaincus, qui sont sincères, qui sont honnêtes et que ça existe. Vous avez vu le flop qu'a fait le 10 septembre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'organisation, il n'y a pas de base, il n'y a pas de responsable, ce qui fait que LFI a pu s'engouffrer là-dedans allègrement. Et bloquons tout, c'est devenu cassons tout et faisons le bordel. D'accord? Aucun intérêt. Donc il faut redonner aux politiques ces lettres de noblesse, au contraire, et il faut aller vers des partis. Bon, moi je plaide pour les patriotes, c'est une évidence, vous l'avez compris. Aller vers des partis qui effectivement veulent redresser la France. Merci Dominique. Très rapide, très rapide. Un petit mot de conclusion. Alors d'abord, je pense un mot de conclusion de Laurent et de Thomas. Laurent d'abord. Un petit mot de conclusion, oui, très court. Je pense qu'on peut garder espoir parce que le wokisme souhaite nous invisibiliser, le mot justement très woke, le réel, mais je suis certain que le réel l'emportera parce que le réel l'emporte toujours. Merci Laurent. Thomas, si tu es encore présent, un petit mot de conclusion. Toi, tu as des collègues, des comédiens qui pensent qu'on va trop loin, qui ne sont pas d'accord du tout sur cette idée. Pour l'instant,
Certains préfèrent encore se cacher et ne pas dire ce qu'ils pensent de tout ça, mais ça va. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il est là? Il est, il est là. Il faut arrêter d'avoir peur, on l'a dit tout à l'heure, et surtout laisser une minorité de haters qui agissent sur les réseaux sociaux. Donc, on a laissé trop longtemps, par soumission ou par facilité, ces fameux haters dont tout le monde a peur, prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux. Et si bien qu'on a cru qu'ils étaient en grand nombre. Mais en fait, c'est à nous de reprendre les claviers, de reprendre les réseaux, d'ouvrir notre gueule pour leur dire non, vous n'êtes qu'une petite minorité. Et il faut qu'on ouvre nos gueules, il faut qu'on fasse porter nos voix pour pas leur laisser le champ libre. Je pense qu'il y a une démission en disant oh mais c'est pas grave, regarde les 4-5 qui râlent, c'est toujours ceux qui râlent qui ont le pouvoir sur les réseaux sociaux. Eh ben il faut retourner ça et c'est pareil. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, le temps est venu vraiment d'arrêter d'avoir peur et de se dire surtout mais vous êtes qu'une minorité, vous êtes infime. Arrêtez de nous faire chier. Et donc, il faut qu'on reprenne nos droits. Je pense que ça passe par arrêter d'avoir peur, ouvrir sa gueule et puis les remettre à leur place là où elles devaient être, c'est-à-dire infimes. C'est tout. Voilà. Merci. Merci beaucoup Thomas. Un dernier mot, Philippe. Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, vous avez compris, il ne faut pas céder à la diabolisation ni au conformisme, etc. Je terminerai sur une touche d'optimisme, bien évidemment. Je crois sincèrement qu'il faut faire preuve de pédagogie, et notamment avec les plus jeunes. Pourquoi? N'oublions surtout pas que la vitrine du wokisme est particulièrement séduisante. Qui est contre la lutte contre le racisme, les discriminations, les injustices, etc.? Personne. Donc derrière cette belle vitrine se cache une idéologie dangereuse qui reste massivement méconnue. Et il faut donc expliquer encore et encore, mais sans agressivité et sans attaquer les personnes, sinon ça devient contre-productif. J'insiste beaucoup en parlant des plus jeunes. Donc il faut, à mon sens, aborder le wokisme en expliquant que le wokisme oppose les individus et conduit inévitablement à la montée des violences. Et là, pour le coup, les gens se sentent concernés et l'écoute n'est plus tout à fait la même. Merci. Merci beaucoup Philippe. Merci à l'ensemble des intervenants pour leur éclairage sur ce thème. On a dépassé un tout petit peu, mais on est encore dans les temps. Je vous remercie de votre présence. Merci à la technique par ailleurs et merci à Thomas qui était en visio. Merci à tous et bonne journée.